Good afternoon. Amongst all Bonjour. the troubling deficits we struggle Parmi with tous les déficits auxquels nous devons faire face aujourd'hui, nous pensons tout de suite au domaine financier. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le déficit en dialogue politique, notre capacité à traiter les conflits modernes, pour aller jusqu'à la source, pour comprendre pourquoi ils ont lieu, comprendre qui sont les acteurs clés et comment traiter avec eux. Nous sommes des diplomates. Nous devons gérer des conflits entre les États, des problèmes entre États, et nous avons de quoi faire. Il y a des crimes, le désarmement, les relations transfrontalières. L'image est en train de changer néanmoins. Nous voyons qu'il y a de nouveaux acteurs clés sur la scène internationale. Nous les appelons groupes. Cela peut être des groupes sociaux, religieux, politiques, militaires, et nous avons du mal à les saisir. Comment dialoguer avec eux? À quel moment dialoguer? Et comment traiter avec eux? J'aimerais vous montrer une diapositive qui illustre des conflits depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui. En vert, c'est les conflits entre États, des conflits décrits dans les livres d'histoire. En rouge, ce sont les conflits actuels, à l'intérieur des États. Il y a une grande différence. Et nous n'avons pas encore les moyens de faire face à ce genre de problématiques. Au cœur sont des groupes qui représentent les intérêts divergents à l'intérieur d'un pays. Et la manière dont ils gèrent ces conflits s'étend à d'autres pays. Ainsi, cela nous occupe tous. Nous devons aussi reconnaître que très peu de ces conflits à l'intérieur des pays peuvent être résolus de manière militaire. Souvent, il faut des moyens militaires, mais on ne peut pas les résoudre en utilisant la force. Il faut une solution politique. Ainsi, nous avons un problème, puisque nous n'avons pas encore les moyens diplomatiques pour les régler. Et les États hésitent à rentrer dans ce domaine. Depuis 10 ans, nous avons du mal à gérer ces groupes qui sont politiquement dangereux. Suite au 11 septembre, soit vous étiez avec, soit contre les États-Unis, noir ou blanc. Et très souvent, on disait ce groupe-là est terroriste. Et évidemment, on ne va pas parler avec des terroristes. L'Occident a été affaibli par cela, parce que nous n'avons pas compris ce concept de groupe. Nous avons passé du temps à nous dire pourquoi il ne fallait pas parler avec les autres, au lieu d'essayer de comprendre comment parler avec les autres. Je ne suis pas naïf. On ne peut pas parler avec tout le monde tout le temps. Parfois, il faut s'en aller. Parfois, il faut une intervention militaire. Je suis persuadée que l'intervention en Libye était nécessaire, et en Afghanistan aussi. Mon pays a besoin d'appuyer sa sécurité grâce à l'intervention militaire. Néanmoins, nous avons un déficit dans la compréhension et la gestion des conflits modernes. 10 ans après l'intervention en Afghanistan, le pays n'est pas du tout sûr. Cette situation est très grave. Encore une fois, il faut une intervention militaire. Néanmoins, ce n'est pas les militaires qui vont régler les problèmes. Lorsque je suis arrivé en Afghanistan en 2005, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai rencontré le chef des troupes internationaux. Il m'a dit qu'on pouvait gagner cette guerre grâce aux militaires. Maintenant, nous avons un message différent. On ne peut pas gagner cette guerre militairement. Il faut une présence militaire, mais nous devons aujourd'hui avoir une solution politique. Seule une solution politique marchera. Et il faut que ce soit les Afghans eux-mêmes qui résolvent ce problème. Mais ils ont besoin d'un processus politique différent de celui qu'on leur a donné en 2001-2002. Ils ont besoin d'un processus global, où le tissu de cette société très complexe pourra faire face à ces problèmes. Tout le monde semble être d'accord. Il y a 4-5 ans, l'idée était très controversée. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, lorsque nous nous préparons au dialogue, nous comprenons à quel point nous savons peu de choses. Et c'est parce que nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Le Comité international de la Croix-Rouge parle avec tout le monde. Et il le fait parce que c'est une organisation neutre. C'est une des raisons pour lesquelles cette organisation est certainement les meilleures, qui dispose de plus d'informations pour comprendre ces conflits modernes. Et c'est parce qu'ils parlent. Ce que j'aimerais dire, c'est que
on n'a pas besoin d'être neutre pour parler. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre partie pour dialoguer. Et on peut toujours refuser le dialogue. Mais on ne peut pas faire appel à l'autre côté, on ne peut pas comprendre si on ne parle pas. Et le plus important est d'engager des discussions avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Au début du processus d'Oslo, on ne fait pas la paix avec les amis, on fait la paix avec ses ennemis. C'est difficile, mais nécessaire. J'irai encore plus loin. Ici, le square intérieur, il y a une révolution. Le printemps arabe était à l'automne et maintenant, nous entrons dans l'hiver. Cette révolution durera très longtemps. Et on ne sait pas comment il s'appellera à la fin, mais ce n'est pas l'important. Ce qui est important est que c'est certainement la première fois de l'histoire du monde arabe que ce sont des révolutions du peuple. Depuis la base, ce sont des groupes sociaux qui sont descendus dans la rue. Et ici, en Occident, nous nous rendons compte que nous comprenons très mal ce qui se passe parce que nous n'avons jamais parlé aux populations de ces pays. La plupart des gouvernements ont suivi les décisions des dirigeants autoritaires qui ont dit non, non, vous restez à l'écart, vous ne parlez pas avec ces groupes parce que ce sont des terroristes. Et maintenant qu'on les voit dans la rue et nous disons ah, c'est une révolution démocratique, tout d'un coup, on se rend compte que nous les connaissons très mal. Aujourd'hui, une discussion pour essayer de savoir s'il faut discuter avec les frères musulmans. Faut-il discuter avec Hamas? Si on leur parle, on risque de les donner une légitimité. Je pense que c'est faux. Si on parle comme il faut, cela montre que discuter n'est pas être d'accord. Comment dire aux frères musulmans, comme nous devrions le faire, qu'ils doivent respecter les droits des minorités si nous ne reconnaissons pas les droits de la majorité? Comment ne pas avoir deux poids, deux mesures? Si nous prêchons démocratie, mais en même temps refusons de traiter avec des groupes qui sont représentatifs, nous ne sommes pas des démocraties dans ce cas-là. Moi, mon principe est de parler avec tous ces groupes. À des endroits différents, nous faisons une distinction entre parler au niveau diplomatique et au niveau politique. Les dialogues peuvent être accompagnés d'aide ou pas, d'inclusion ou pas. Il y a beaucoup de possibilités dans la manière dont nous pouvons traiter avec ces gens. Si nous refusons le dialogue avec ces nouveaux groupes qui seront omniprésents dans les médias dans les années à venir, nous allons aggraver la situation. J'en suis persuadée. Il sera encore plus difficile de trouver des solutions politiques. Si nous ne pouvons pas démontrer que si on fait un pas vers la démocratie, vers le dialogue, vers des manières de faire normales, et que ce sera bien pour vous, vous en tirerez des bénéfices. Le paradoxe est que le dernier décennie a certainement été une décennie perdue pour le dialogue. Le pire, c'est que celui qui auparavant était si prometteur pour une raison. Et cette raison est ce qui s'est produit en Afrique du Sud. Nelson Mandela. Lorsque Mandela est sorti de prison au bout de 27 ans, s'il avait dit à son peuple, « Maintenant, il faut nous battre. Nous devons lutter. » Personne ne l'aurait suivi. Et je pense que les communautés internationales auraient dit « Oui, d'accord, il a raison. » Comme vous le savez, Mandela n'a pas fait cela. Dans ses mémoires, La longue route vers la liberté, il a dit qu'il avait réussi à survivre en captivité parce qu'il avait toujours décidé de regarder ceux qui l'opprimaient comme étant des humains également. C'était aussi des êtres humains. Il a mis en place un processus de dialogue, non pas comme une stratégie de faible, mais une stratégie de fort. Il parlait, et c'est ainsi qu'il a réussi à régler des problèmes grâce à des procès de vérité et de réconciliation. Mes amis sud-africains savent que c'était très douloureux. Que pouvons-nous apprendre? Le dialogue n'est pas facile, ni entre individus, ni entre groupes, ni entre gouvernements. Mais le dialogue est nécessaire. Si nous voulons régler des conflits, si nous voulons comprendre ces groupes
qui arrive de la base, grâce au soutien de la technologie à la disposition de tous, nous, les diplomates, nous ne pouvons pas croire que nous gérons des relations entre États. Nous devons nous connecter avec ces changements profonds. Et c'est quoi le dialogue? Lorsque je parle, moi, j'espère vraiment que que mes adversaires vont comprendre, vont finir par adopter mes valeurs. Et je ne peux le faire que lorsque je leur fais comprendre que je serai prêt à les écouter également. On devrait nous former pour le faire. Et nous aurions besoin de plus de pratique en la matière. Nous savons de nos expériences personnelles qu'il est très facile, parfois, de s'en aller. Parfois, il faut se battre. Et je ne dirais pas que cela est mauvais. Dans certaines circonstances, il le faut. Mais cette stratégie, souvent, ne va pas loin. L'alternative serait de s'engager dans le dialogue. Je pense que nous devons renforcer cette approche dans notre diplomatie moderne, pas uniquement entre États, mais également à l'intérieur des États. Il y a de nouvelles prémices. La Convention contre les mines et la Convention contre les munitions à fragmentation. Nous n'aurions jamais pu le faire si nous n'avions pas changé nos méthodes diplomatiques. Tout d'un coup, les ONG n'étaient pas dans la rue avec leurs slogans. Nous avons négocié avec eux, puisqu'ils représentaient les victimes. Et grâce à eux, nous avions des informations. Ils ont apporté des choses à la diplomatie. C'est peut-être un premier élément dans ce changement. À l'avenir, je pense que nous devrions tirer des leçons de ce type de cas. Nous ne devons pas être déconnectés des populations et de la société civile. Nous devons également aller au-delà de la diplomatie traditionnelle. Pour survivre, comment résoudre le problème des changements climatiques si on ne peut pas faire comprendre à la société civile et les populations? Nous devons les intégrer dans les négociations. Nous avons besoin d'un processus inclusif, bien différent du modèle actuel, alors que nous commençons de nouvelles négociations. Nous devons inclure tout le monde. Nous avons besoin d'une mobilisation globale. C'est très important. Et grâce à la technologie, grâce à la mondialisation, nous, les diplomates, avons besoin de savoir quel est le capital social des communautés. Comment se fait-il que les gens se font confiance, non seulement entre États, mais à l'intérieur des États? Quelle est la légitimité de la diplomatie, de la solution que nous trouvons, nous les diplomates, si ces solutions ne sont pas reflétées et comprises par la population et par ce que l'on appelle maintenant des groupes? La bonne nouvelle est que nous avons des moyens. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communication, de sensibiliser, d'inclure des personnes. Nous avons une boîte d'outils diplomatiques qui est remplie d'outils que nous pourrions utiliser pour renforcer la communication. Le problème est que nous sortons d'une décennie où nous avions peur de toucher à cette boîte à outils. Aujourd'hui, j'espère que dans les années à venir, nous pourrons faire preuve, à travers des exemples concrets, que nous avons moins peur, que nous avons le courage, basé sur ces alliances avec la société civile, dans divers pays, pour soutenir leur manière de résoudre les problèmes. Chez les Palestiniens, chez les Afghans, entre les Palestiniens et Israéliens. Et pour comprendre les révolutions dans le monde arabe, nous avons des outils. Nous devons renforcer ces outils, nous devons les utiliser. Chez moi, j'ai vu des groupes de conseils islamiques et des groupes chrétiens qui se sont rencontrés, pas comme des initiatives gouvernementales, mais à leur propre initiative pour établir des contacts, des dialogues, à un moment où il n'y avait pas trop de tensions. Lorsqu'il y a eu plus de tensions, ils avaient déjà cette base de dialogue. Cela leur a renforcé pour pouvoir faire face aux défis. Nos sociétés occidentales sont encore plus compliquées qu'avant, avec la migration. Comment résoudre le problème? Comment élargir notre « nous » si nous n'arrivons pas à améliorer nos capacités de communication? Il y a beaucoup de raisons
Pour toutes ces raisons, c'est le moment et c'est pourquoi nous devons parler. Je vous remercie. Thank you. Merci. That's for you, not for me. That's for Merci, you. Monsieur l'ambassadeur. Ces applaudissements sont pour vous, pas pour moi. Thank you. Thank you. Je vous remercie. Minister Store, I would like to ask you a couple of Je questions. voudrais vous poser quelques questions sur l'expérience norvégienne du terrorisme et votre expérience personnelle. En 2008, vous avez été pris dans une attaque terroriste à Kaboul. Vous avez échappé sans être blessé. D'autres n'ont pas pu y échapper. Et il y a quelques mois, la Norvège a été frappée par une version domestique de cette attaque, une version nationale. Nous nous en souvenons tous de cette tragédie. Récemment, les procès-verbaux ont été communiqués à la presse norvégienne et on a appris que vous étiez sur sa liste de cibles. Maintenant, vous venez de nous dire que vous croyez fermement au dialogue. Mais est-ce que ces événements ne vous ont jamais fait douter? Je pense que ce sont précisément les moments où il faut essayer de distinguer entre deux parties de sa propre personnalité. D'un côté, d'avoir été dans cette attaque à Kaboul et d'avoir été en haut de la liste des cibles en Norvège, ça me donne à réfléchir à moi et à ma famille. Tout individu doit réfléchir à ce genre de choses. Mais mon côté de politicien et de ministre, ça me donne d'autant plus de raisons d'encourager des avancées pour résoudre les conflits. Parce que si nous continuons de faire comme avant, nous allons continuer d'avoir à faire face à des terroristes et à la violence. Cette violence sera toujours avec nous, mais en tant que ministre des Affaires étrangères, avec toutes les opportunités qui se présentent à nous, nous devrions prendre ces événements comme des occasions pour faire quelque chose de différent. En réponse à la tragédie à Utøya, c'était très fort, ça venait d'un sens de communauté très fort en Norvège. La communauté a réagi sans se renfermer, sans se replier sur soi. Et nous avons comparé, dans d'autres pays, nous avons comparé votre réaction à celle d'autres pays. Alors nous aimerions savoir qu'est-ce qui fait que les Norvégiens sont tellement ouverts et tellement dévoués à être ouverts. Eh bien, en fait, nous sommes au tout début d'un processus où nous devons essayer de nous remettre de cet événement. Il y a eu beaucoup de gens affectés, les blessés, les familles, et nous devons continuer à nous occuper de ces gens-là. Deuxièmement, nous n'avons pas encore eu le procès, donc nous ne connaissons pas encore tous les détails. Mais nous avons l'impression que c'est un acteur individuel qui a agi seul. Donc, ça nous fait peur, ça nous rappelle qu'un individu peut faire quelque chose d'aussi atroce. Et nous devons essayer de comprendre comment cela est possible. Mais, malgré cela, la Norvège est un pays avec une base sociale très forte, avec un dénominateur social très fort. Et cela témoigne du fait que nous sommes capables de faire deux choses, nous occuper des choses qui ont besoin, des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et de retourner à une vie diplomatique. Dans une démocratie, il faut retourner aux moyens normaux, les désaccords. Nous sommes sur la bonne voie et j'espère que ça va réussir.